Je m'appelle Magali Flésia, je suis coach professionnel et superviseur diplômé. Depuis 2014, j'accompagne les personnalités sensibles à assumer pleinement et librement leurs spécificités et à faire de leur sensibilité un atout professionnel. Ma couleur, les techniques du théâtre d'improvisation que je pratique depuis plus de 15 ans, passionnée par les mécanismes du lâcher-prise et des processus créatifs. J'ai créé ce podcast, Monde Sensible, pour contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. Les récits de séances individuelles font mention de clients ayant validé la retranscription et la diffusion de nos échanges. Pour respecter la confidentialité, leur prénom a été modifié et parfois leur genre. Bonne écoute! Ce matin, je me réveille et je me souviens. Elle ne s'appelait pas Mélanie, mais c'est le prénom que je lui donnerai. Elle évoluait dans une administration publique. Ou plutôt, elle n'évoluait pas et subissait le management d'une supérieure hiérarchique qu'elle considérait comme tyrannique. Mélanie avait fait appel à mes services pour un accompagnement de type coaching. Elle souhaitait améliorer sa communication et son relationnel pour faciliter ses échanges professionnels. Lors d'une séance de mi-parcours, elle est arrivée en m'expliquant qu'elle venait d'être arrêtée quelques jours parce qu'elle était malade et qu'elle allait devoir retourner au travail et apporter son arrêt à sa chef. Elle craignait des représailles et le fait de pleurer dans son bureau. Généralement, quand ses émotions étaient trop intenses, il lui était difficile de contenir ses larmes. Alors nous avons échangé sur sa perception de leur relation, de sa supérieure hiérarchique, de la situation et de la perception que pouvait en avoir cette dernière. Sa conclusion fut que ce qu'elle redoutait le plus était de ne pas parvenir à contenir ses émotions. En réalité, elle était terrorisée à l'idée de la retrouver. Les accompagnements de type coaching individuel que je réalise sont de 3 types. Dans un premier cas, il s'agit de coaching prescrit, ayant pour objectif d'accompagner une prise de poste au sein d'une entreprise. Dans un deuxième cas, il s'agit de professionnels indépendants ou de dirigeants qui identifient des difficultés ou des zones de progression. Par exemple, un dirigeant qui se retrouve seul après le départ précipité de son associé, un chef d'entreprise qui reprend sa place après un burn-out, ou encore un professionnel qui rame dans son développement ou traverse une période de perte de confiance et de remise en question au niveau de son offre. Les demandes sont diverses et variées. Dans une vie professionnelle, tout est mouvant toujours, et chacun a son lot. Le troisième cas d'accompagnement pour lequel on me sollicite est le coaching de salariés auto-financés, auto-pris en charge parce que difficulté à exprimer son mal-être à sa hiérarchie à cause d'un manque de communication culturelle ou en tout cas d'un mauvais relationnel. Très souvent, ces personnes salariées rêvent de quitter leur poste ou leur entreprise, mais décident parfois de travailler sur leur posture et leur positionnement. Pour en revenir à Mélanie, je préciserai que je percevais sa peur de succomber à ses émotions comme trop intenses pour pouvoir envisager la situation sous un prisme nouveau au niveau cognitif pendant la séance. Alors, j'ai choisi une prescription du symptôme, c'est-à-dire que je lui proposais de pleurer dès qu'elle se sentirait agressée avant même d'avoir vraiment envie de pleurer. Elle me regarda, perplexe. Mais comment est-ce que je vais pleurer si je n'ai pas envie de pleurer ? Je ne sais pas comment vous allez faire, mais je me dis que ça vaut le coup de tenter pour voir ce qui se passe. Elle est repartie sans grande conviction, interpellée par ma préconisation. Le mois suivant, quand nous nous sommes retrouvés, Mélanie était dans une toute autre énergie. Elle était retournée travailler et avait tapé à la porte de sa chef, prête à pleurer dès qu'elle se sentirait malmenée. Au moment de tendre le document mentionnant son arrêt de travail, son interlocutrice avait attaqué. Sa remarque mettait l'accent sur la facilité de tout un chacun de se faire arrêter pour un oui ou pour un non. Alors, Mélanie avait osé. Mais ne parvenant pas à pleurer, elle avait dû faire semblant. Elle avait plongé son visage dans ses mains et avait simulé des sanglots. « Et alors ?» lui demandai-je les yeux écarquillés, prise dans le récit joyeux de ce qu'elle racontait comme une réussite. « Ben alors, elle m'a encore plus gueulé dessus. »« Et alors ?» Ben alors, je me suis dit qu'elle était vraiment folle et que ce n'était pas de ma faute si elle me faisait pleurer. Quelque chose dans la perception de Mélanie avait changé.
Elle avait apparemment pris suffisamment de recul pour ne plus se sentir submergée par le comportement de sa supérieure hiérarchique. Elle avait également compris que ses réactions émotionnelles et sa posture d'enfant étaient les symptômes d'un système bureaucratique en mal de maturité relationnelle. Bref, quelque chose avait changé. Aujourd'hui, Mélanie est maman de 2 beaux enfants et influenceuse. Elle a quitté au bout de quelques années un système dans lequel elle étouffait et en venait à dysfonctionner. Je la vois passer de temps en temps sur les réseaux, belle et rayonnante. J'aime rappeler que nos réactions émotionnelles sont souvent symptomatiques des systèmes dans lesquels nous évoluons. La systémique précise qu'il n'y a pas d'œuf ni de poule, juste des symptômes visibles à un instant T. Un instant T qui peut durer des années si nous nous contentons de chercher à camoufler les symptômes. J'ai souvent entendu que l'on ne quitte pas un poste, mais qu'on quitte son manager. Sachant qu'un dysfonctionnement managérial est souvent lui-même le résultat d'un dysfonctionnement plus large, qu'attendent certaines entreprises pour attaquer la bête de front, ou devrais-je plutôt dire dans le fond. L'image qui me vient est celle d'un lumbago. Je peux choisir de consulter un ostéopathe pour détendre les muscles périphériques à l'origine du mal, et même plus tard, quand je n'aurai plus mal en mode préventif, ou attendre les crises et me gaver d'anti-inflammatoires pour me soulager. Jusqu'à la prochaine. Il y a quelques jours, je discutais avec une naturopathe multiculturelle qui constatait combien les Français sont réticents à la médecine préventive. Elle me disait que nous manquons, selon elle, d'éducation. Je pense moi aussi que nous manquons d'éducation, et je pense surtout que nous manquons d'amour envers nous-mêmes. Pour prendre soin de soi, il faut avoir envie de se faire du bien. Pour prendre soin de son soi professionnel et du soi des individus avec lesquels on travaille, il faut peut-être prendre le temps de s'asseoir et de considérer notre manière de vivre le travail, nos relations au travail et nos priorités fondamentales. Si le mot soin vient du latin médiéval sunia et qu'il signifie nécessité et besoin, le prendre soin de soi et de nos relations dans la vie professionnelle apparaît comme la capacité à prendre en compte les besoins et les nécessités. En 1999, je perdais mon premier grand-père. Il était malade à l'hôpital, assis sur son lit. Ce jour-là, il m'a fait l'un des plus beaux cadeaux qu'il m'ait jamais fait. Il m'a dit « J'ai passé toute ma vie à travailler comme un fou. Pourquoi ?» J'avais 20 ans et ces mots m'accompagnent tous les jours. Ils me ramènent à l'essentiel. Vivre. Et vivre pour moi, c'est vivre en relation avec les gens que j'aime. Et c'est aimer, le plus souvent possible, les personnes que je croise dans ma vie. Comment peut-on encore, en 2023, accepter de laisser pourrir des situations, des relations, au sein d'entreprises affichant de vraies valeurs? Attendre un turnover, un burn-out, ou pire, un suicide, pour prendre le temps de s'arrêter et de chercher à comprendre et à solutionner? Merci à mes clients qui me rappellent que le monde a encore envie de prendre le temps, de se poser les bonnes questions, pour prendre le temps d'expérimenter de nouvelles réponses. Parce que se sentir bien dans son travail, c'est essentiel, pour avoir envie que les autres se sentent bien à leur tour. La performance, elle vient toute seule, à partir du moment où les parties prenantes voient du sens à ce qu'elles font et nourrissent les valeurs qui les portent. Que les individus qui les pilotent puissent penser stratégie, les yeux rivés sur le monde qui les entoure, pour pouvoir s'adapter et naviguer en fonction, mais qu'ils n'oublient pas de regarder à l'intérieur ce qu'il se passe, pour préserver la fluidité organique qui est l'essence même du vivant, possible seulement si on prend le temps d'en prendre soin. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus respectueux de la diversité du vivant. À bientôt!